plus d'argent en haut de l'édifice national, et la plupart du temps d'ailleurs qui ne paient pas les impôts en France. Et entre ceux qui, toujours plus nombreux, des classes populaires, qui sont déjà asphyxiées depuis longtemps, mais maintenant des classes moyennes, qui sont plus qu'asphyxiées, et dont on a pu voir avec ce que l'on a appelé la crise des gilets jaunes, le ras-le-bol fiscal, le ras-le-bol administratif, le ras-le-bol bureaucratique, le ras-le-bol tout court. Mais je ne perçois toujours pas dans les paroles du président de la République, de son gouvernement et de sa majorité, des paroles qui seraient de nature à nous rassurer. Parce que tout simplement, ils ne changeront pas de politique. La vérité, c'est celle-là. Ce sont des idéologues, ce sont des irresponsables, ce sont des gens, je me demande même où ils vivent. Et les députés, d'ailleurs, aujourd'hui, rasent les murs. Je ne sais pas pour les habitants de Perpignan, si quelqu'un a vu M. Romain Gros, dites-moi-le, il faut lancer un avis de recherche. Il est perdu quelque part, ou je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on le voit beaucoup moins que, évidemment, trônant dans le sillage de M. Macron et bardé de son diplôme d'énarque. Alors là, j'allais dire, pendant un an, on ne voyait que lui, et beaucoup se sont laissés tromper d'ailleurs par le fait qu'il soit soi-disant un ami de M. Macron. Laissez-moi vous dire qu'à l'avenir, il dira moins qu'il est un ami de M. Macron, hein, parce que c'est bien pour se faire élire, mais je crois que ce ne sera pas fameux pour se faire réélire la prochaine fois. Donc, voilà où nous en sommes au niveau national, et moi je suis très inquiet. C'est pour cela que ces élections européennes vont être un test. C'est aussi l'occasion d'ouvrir nos listes. Alors, je sais le discours que l'on m'a toujours tenu, attention, là, j'allais dire, l'heure est grave. Nous gagnerons rassemblés ou nous perdrons divisés. La bataille, elle se joue dans les 5 ans qui arrivent. Soit nous sommes capables d'aligner un certain nombre d'idées communes avec d'autres forces politiques pour prendre le pouvoir et inverser la tendance, et avec des mouvements d'ailleurs professionnels ou sociaux, soit nous n'en sommes pas capables et le chaos sera total. La submersion migratoire sera totale. Et dans beaucoup de domaines, un retour en arrière sera pratiquement impossible. Voilà, ça je peux le certifier. Ça fait 30 ans qu'on le dit, hein. Alors on nous a dit, vous êtes des extrémistes, des fachos, des nazis, ce que vous voulez. La réalité, vous l'avez là. C'est parce qu'il y a 30 ans, quand on nous traitait de fachos, quand on parlait d'immigration, aujourd'hui, tout le monde parle d'immigration. Parce qu'évidemment, la situation est gravissime. Pendant que malheureusement, nous nous débattons entre nous d'une révolte populaire qui aurait dû être réglée en donnant aux plus humbles d'entre nous, dites-vous bien que les problèmes continuent en dehors de l'information habituelle. Ce n'est pas parce que vous avez des manifestations tous les samedis et qu'il y a un gros problème social en France que l'immigration clandestine ou l'immigration tout court s'est arrêtée aux frontières. Un certain nombre de filières ne se sont pas dit « Oups, attention, ça barde un peu en France, on va attendre que ça se remette pour venir ». Non, non, ça continue de rentrer. Elle a changé de nature, elle passe par l'Espagne, et on a quelques chiffres un peu inquiétants. La police aux frontières, le préfet, tout le monde est au courant, mais ils font face, j'allais dire, avec les ordres qu'ils ont et les moyens du bord. Là aussi, hein, ce n'est pas tant la qualité de nos forces de sécurité, de police, de douane, aux frontières, etc., que les ordres qu'ils reçoivent. Et surtout les ordres qu'ils ne reçoivent pas. Et une fois qu'ils sont chez nous, eh bien écoutez, hein, c'est la porte ouverte à tout ce que vous pouvez imaginer, et aussi, évidemment, le coût. Parce que pendant qu'on est bien obligé, entre guillemets, de subvenir aux besoins de gens qui n'ont rien à faire chez nous, eh bien on ne subvient pas aux besoins de gens de chez nous qui auraient bien besoin de l'argent public pour se soigner, pour se loger, ou tout simplement pour vivre. Voilà la réalité. Mais je ne vais pas amputer sur le discours de Julien pour me concentrer un peu quelques minutes sur les batailles municipales à venir et me concentrant, je ne vais pas rentrer dans le débat des autres départements, sur les Pyrénées-Orientales. J'ai pris la décision qui me paraît sage au début de cette échéance européenne de
me consacrer exclusivement, je dis bien exclusivement, à la bataille des municipales dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est trop important pour la suite. Nous sommes un département qui compte pour le Rassemblement national. Je rappelle que sur les 4 dernières élections, nous avons dépassé les 40%. Je rappelle que là où on nous disait qu'on ne dépasserait jamais le plafond de verre, pour la première fois, nous avons dépassé les 50% aux élections régionales, en triangulaire. Je rappelle parce qu'on oublie les chiffres. Et s'il y avait eu l'autonomie, en quelque sorte, de Languedoc-Roussillon, la région Languedoc-Roussillon aurait été dirigée par une majorité de Rassemblement national, parce que le Gard était dans le même cas. Je crois que l'Aude était, et l'Hérault, le département le plus faible étant la Lozère, nous étions majoritaires devant Madame Delga. Mais alors que nous sommes majoritaires, je ne parle même pas de la partie de la droite modérée, qui elle aussi a fait 18 ou... malgré cela, c'est la gauche qui continue à gouverner par la bêtise des politiciens qui gèrent les affaires publiques depuis au moins 30 ans dans ce département. La gauche n'aurait jamais dû diriger les affaires de ce département, pas plus que de cette région, si la droite avait eu le courage de discuter avec le Front National avant, avec le Rassemblement National aujourd'hui. C'est une évidence, et je vais même vous dire mieux. Si à l'époque Chirac n'avait pas eu peur comme il a eu à partir de 86 de la première cohabitation, François Mitterrand et la gauche ne seraient non plus jamais revenus aux affaires. Parce qu'on a bien vu que la gauche a profité de la division des droites partout et du manque de courage, et il faut bien le dire aussi, de la complicité d'un certain nombre de membres de la droite avec la gauche. Quand vous voyez aujourd'hui, écoutez, moi je connaissais M. Toubon, qui appartenait à l'époque au RPR et qui faisait partie, enfin je ne sais pas, mais de la branche dure du RPR. Quand vous le voyez aujourd'hui, M. Molasson, patron de son, je ne sais pas, c'est quoi la commission? De la haute, je ne sais quoi, des droits de l'homme, où il cumule les retraites et 15 000 € de salaire, c'est-à-dire 30 000 € de revenus, pour faire la leçon aux policiers, pour faire la leçon au gouvernement, pour dire qu'il nous faut plus d'immigration clandestine, pour dire ceci ou cela. Écoutez, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et s'il y a des économies à faire, la première économie qu'on ferait, c'est précisément de supprimer le poste de M. Toubon et qu'il prenne la retraite rapidement. Nous allons donc nous occuper des élections municipales sur les Pyrénées-Orientales. Et je lance un appel devant vous. Il y a des gens, je les connais dans la salle, qui n'appartiennent pas au Rassemblement national. Il y a nos amis de DLF, il y a des amis des Républicains qui sont là, ou des anciens centristes. C'est le moment ou jamais, non pas de faire de la politique politicienne ou de la tambouille à l'ancienne, c'est le moment de s'entendre sur des mesures clés, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la défense des valeurs traditionnelles, sur la défense de la culture et des traditions, sur la défense des économies à faire en matière budgétaire, de fin des gaspillages, sur des choses qui sont partagées par une majorité de nos concitoyens, d'aller aux élections, chacun avec sa bannière. Moi, ça ne me pose aucun problème, mais à partir du moment où ce sont des élections à 2 tours, au deuxième tour, on se rassemble pour éradiquer, si je puis dire, la gauche de ce département qui a fait beaucoup de mal. La preuve. Et quand je dis la gauche, dans ma bouche, c'est M. Alduy ou M. Bourquin, feu M. Bourquin. C'est pareil, c'est la même politique. Il ne fait pas la différence entre les uns et les autres. Voilà, il faut remettre un peu d'autorité à la tête de nos collectivités, il faut remettre un peu d'honnêteté à la tête de nos collectivités, et il faut remettre surtout le concitoyen au cœur du projet que nous voulons défendre dans ce département, parce que sinon nous ne nous en sortirons pas. Alors je lance un appel à nos amis, qu'il s'agisse, il y en a, des Valais, des Fenouillèdes ou d'ailleurs, il faut monter des listes d'intérêts communaux, où tous nos amis seront sur ces listes.
pour battre les maires sectaires qu'il y a encore dans ce département, et je pense aux maires de Saint-Paul-de-Fenouillet ou aux maires de Maury, par exemple. Ils sont là, oui, voilà. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, et je lance un appel à candidature à tous ceux qui voudront bien rejoindre ce grand mouvement qui se met en place, soit sous notre bannière, soit au soutien, avec notre soutien, mais désormais, il faut que nous allions unis à la bataille pour gagner ces élections municipales, parce que ces élections municipales entraîneront demain la victoire aux élections départementales, et après les élections départementales, c'est la région qui tombera. Parce que les socialistes aujourd'hui sont un peu comme une étoile morte. Ce sont des gens qui dirigent le département et la région, alors que dans les intentions de vote, ils font 6%. Autant vous dire qu'ils ont disparu. Madame Malher, Madame Delga, on leur dira au revoir la prochaine fois. Mais encore faut-il savoir ce que nous allons proposer en matière de projet, en matière d'idées et en matière de majorité. Puis il y a la grande bataille, celle que je mène à Perpignan. C'est de là que partira très certainement la reconquête du département. Et je pense que nous sommes bien placés et bien partis pour gagner Perpignan. Et que nous allons y mettre tous les moyens nécessaires pour le faire. Avec des soutiens, avec des amis, avec le monde socio-culturel, avec le monde économique. Tout le monde a bien compris que remettre les mains aux affaires, ce serait mettre un terme au développement et au dynamisme de notre ville. Alors pour Perpignan, pour l'agglomération, la fameuse communauté urbaine, très importante aujourd'hui, pour le département et pour la région, je crois qu'il est maintenant temps de faire taire les divisions qui n'ont que trop duré et de nous mettre, pour le coup, en marche, mais pas comme l'autre, hein, en marche pour battre la gauche et pour se mettre totalement au service de nos concitoyens avec, et j'en termine, la principale critique, c'est de dire, vous vous rendez compte, vous êtes seul, si vous prenez Perpignan, vous allez vous retrouver une ville de plus de 100 000 habitants qui va être dirigée par un membre du Rassemblement national. Outre le fait que ma liste sera très ouverte, vous verrez, et qu'elle ne sera pas exclusivement Rassemblement national, et je m'en porte garant, regardez nos amis maires des autres communes aujourd'hui gérées par le Rassemblement national. Et regardez et allez voir. Allez voir comment est gérée la ville de Beaucaire et les changements radicaux qu'il y a eu. Et je pense qu'ils peut-être, et je l'espère, propulseront notre ami Julien dès le premier tour, vainqueur de la bataille municipale, puisque je crois que déjà dans toutes les élections, on a dépassé au deuxième tour les 50% sur ta ville. Donc ça fait aucun doute. Vous verrez à Fréjus, vous verrez au Pontet, qui sont des villes importantes, toutes ces villes-là, gérées par nous, et Nain-Beaumont, sont des villes où les citoyens sont enchantés. Et puis vous verrez Béziers, qui est plus proche de nous, qui est quand même une ville de 75 000 habitants. Et moi, à chaque fois que je vois un Biterrois, il me dit « Ouf, depuis que Ménard est là, je peux vous dire, ça a changé la vie de la ville. » Eh bien, écoutez, c'est précisément cela que nous allons faire à Perpignan et les Pyrénées-Orientales, et c'est de Perpignan que se lancera, ou que se lanceront plutôt, les futures batailles électorales pour l'avenir, pour la victoire de nos idées, parce que je pense que si nos idées ne sont pas au pouvoir, comme je vous l'ai dit, dans les 5 ans qui arrivent, eh bien je ne donne pas cher de la pérennité de la France pour l'avenir. Je vous remercie. Porte-parole national de notre mouvement, il est président du groupe régional Rassemblement national Conseil régional, Julien Sanchez. Bien, chers amis des Pyrénées-Orientales, cher Louis, chers élus régionaux, chers membres du bureau départemental, et je remercie d'abord tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Je sais combien il est difficile d'organiser un événement, et je remercie donc tous ceux qui ont été à l'œuvre pour ce bel événement. Alors, ce soir, c'est un message d'optimisme que je voudrais vous donner en tant que président de groupe au Conseil régional et aussi en tant que porte-parole national du mouvement. Message d'optimisme parce que, si vous vous souvenez bien, il y a 1 an et demi,
ont donné, malgré notre présence au second tour, avec un résultat historique, le Rassemblement national mort et enterré, comme à chaque élection, vous me direz. Que n'avait-on pas entendu à l'époque sur notre présidente, sur notre mouvement, avec des médias, il faut bien le dire, qui étaient là pour relayer la propagande d'Emmanuel Macron. Il y a eu un véritable hold-up démocratique qui a été opéré pendant cette élection présidentielle. Nous mangions du Macron matin, midi et soir dans les médias et on nous l'a présenté comme un homme neuf, un jeune homme nouveau qui arrivait comme Jupiter dans la Maison France. Il n'en est évidemment rien. D'abord, c'était faire fi du fait que Emmanuel Macron a été ministre de l'économie de François Hollande. Alors déjà, François Hollande, mais alors vous imaginez un sous-fifre de François Hollande, de quelle qualité bien médiocre il pouvait être. On le rappelle, quand on nous fait des procès en compétences, Louis le disait tout à l'heure, l'état de la France aujourd'hui, c'est 2300 milliards d'euros de dette. On ne doit cet état ni à Marine Le Pen, ni à Louis Alliot, ni aux membres du Rassemblement national, mais aux nullités qui ont dirigé la France jusqu'à présent. Alors il y a eu un hold-up, on nous a présenté cet homme comme quelqu'un de neuf, et puis on a fait élire ensuite une série de députés godillots. Tu parlais de la médiocrité de certains députés de La République En Marche dans ce département et dans la région, mais c'est vrai, c'est tellement vrai qu'on pourrait égrener comme ça, parce que c'est vrai que chaque fois qu'il y a des candidats du Rassemblement national, on essaie d'aller repérer dans leur enfance, est-ce qu'ils n'ont pas volé un pain au chocolat à la boulangerie, on va interroger des gens qui ont vécu dans leur voisinage, des lointains cousins, oui, il m'a tiré les cheveux quand j'étais petite, etc., etc. Bon. Mais quand on regarde les députés de La République En Marche, ben, il ne faut pas aller bien loin, il faut regarder leurs actes d'aujourd'hui. Alors dans l'ordre, on a eu la députée qui mordait l'oreille de son chauffeur de taxi, elle est aujourd'hui porte-parole de La République En Marche tout de même. On a eu ensuite le député de La République En Marche qui fracassait le crâne de son adversaire socialiste à coups de casque. Ça, vous l'avez peut-être vu aussi dans les médias. Bon, si ça avait été Louis Alliot, Gilbert Collard ou moi-même qui fracassions le crâne d'un adversaire socialiste, on serait peut-être en prison déjà. Là, avec un député de La République En Marche, il est toujours membre du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. On a aussi eu celle qui faisait visiter l'Assemblée nationale en faisant payer les visites. Vous vous en souvenez peut-être ? C'est quand même magnifique, hein, c'est un modèle de moralisation de la vie politique, parce que la moralisation de la vie politique, on en a entendu parler beaucoup pendant cette campagne présidentielle législative. On devait voir ce qu'on allait voir, et puis on a vu très rapidement. Et bon, on a eu aussi des députés bien médiocres, une voisine hein, qui est dans l'autre, je crois, qui dit que c'est bien, depuis qu'elle est élue, elle fait des cocktails et des cocktails et des cocktails, mais il manque quand même la blanquette de Limoux, parce que, voilà, ça, vous avez peut-être vu cette vidéo, c'est mémorable, quand on voit des députés qui en sont à se préoccuper de tout ça, c'est merveilleux. Alors, on a eu ce hold-up, on a eu cette moralisation de la vie politique qui n'en était pas une, avec des ministres d'ailleurs qui ont duré 3 jours, hein. On se souvient de Bayrou, on se souvient de Sarnez, la troisième on ne sait même plus son nom parce qu'elle n'est pas restée longtemps non plus. Et ça c'est Goulard, merci. Et ça c'était donc la moralisation qu'on nous promettait. Alors, oui, je suis optimiste parce que d'abord, moi j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Et le verre à moitié plein, c'est quand même que notre record à une élection présidentielle jusqu'à présent, il était détenu par Jean-Marie Le Pen avec 17% des voix au second tour en 2002. Marine Le Pen, elle a doublé ce record historique de notre mouvement à une élection nationale en faisant près de 11 millions d'électeurs. Et ça, c'est pas rien. C'est magnifique. C'est un résultat qui est extraordinaire. Et ce n'est qu'un début, parce que nous progressons depuis d'élection en élection, quoi que puisse en dire Emmanuel Macron et ses amis. Alors, Emmanuel Macron, ce qu'on nous promettait, ces beaux jours, on nous disait si Marine Le Pen est élue, ce sera la ruine, mais avec Emmanuel Macron, ça va être merveilleux. Ben, on voit dans la rue depuis 10 semaines ce qui se passe, l'état donc de catastrophe qui est celui de la France aujourd'hui. Emmanuel Macron, c'est l'injure envers les Français. Et on l'a remarqué encore ces derniers jours, il nous a dit les Français ne font pas assez d'efforts. Vous l'avez entendu ça ?
Vous ne faites pas assez d'efforts. Vous ne faites pas assez d'efforts. Alors moi, j'ai envie de tordre le cou, bien sûr, à cela, parce que si on fait des efforts, et c'est très facile d'accuser le peuple quand on dirige un pays, c'est facile de faire diversion et d'accuser le peuple. Mais celui qui dirige la France, ce n'est pas le peuple, c'est le président de la République aujourd'hui. Et des efforts, on en fait énormément. On est dans des pays où il y a la fiscalité la plus élevée au monde. Donc, des efforts, on en fait. Mais à quoi ils servent, ces efforts? C'est ça la vraie question. Et qu'est-ce qu'on fait de nos efforts et du fruit de nos efforts, et qu'est-ce qu'on fait de notre argent? C'est ça les vraies questions. Eh bien, Emmanuel Macron, il préfère, avec notre argent, avec nos efforts, les efforts des Français, payer, loger, nourrir, scolariser, soigner toute l'immigration massive qui arrive sur le sol français et qu'il appelle de ses voeux. C'est ça, sa politique. L'aide médicale d'État, près de 2 milliards d'euros par an, on le sait. Il y a aussi les mineurs isolés et tout le coût de l'immigration que nous savons monstrueux. Ce sont des dizaines de milliards d'euros chaque année. Et ça, c'est le fruit de nos efforts. C'est autant d'argent qui ne va pas à nos personnes âgées pour soigner les dents ou les yeux. On sait qu'on a plus d'un tiers des Français qui renoncent aux soins aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les payer. Quand on voit qu'aujourd'hui, l'immigration massive qui arrive sur le sol français à l'aide médicale d'État et se voit tout payer à 100%. C'est ça la réalité. Nos efforts, ils servent aussi à autre chose. Ils servent à l'évasion fiscale des grands groupes, à la fraude sociale. Ça, Emmanuel Macron ne s'y attaquera pas. Ils servent aussi au budget de l'Union européenne parce que nous nous battons, nous, au Parlement européen. Mais au Parlement européen, il faut le savoir, quand Madame Delga et d'autres nous disent « c'est grâce à l'Europe qu'on a tout cet argent », non. L'Europe, nous lui laissons de manière nette chaque année 8 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous donnons à l'Europe 8 milliards de plus que ce qu'elle nous rend. Donc là aussi, c'est de l'argent, encore une fois, et c'est le fruit de nos efforts qui part à l'Union européenne, qui ne nous en rend qu'un petit morceau, et en tout cas, on lui laisse 8 milliards par an. Nous avons aussi tous ces comités Théodule. Tu parlais tout à l'heure de Toubon, mais enfin, il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples. On a vu Joanneau, on en voit d'autres, des gens qui ont des salaires incroyables pour faire des missions dont on se demande bien quelle est l'utilité réelle. Nous avons aussi la multiplication des strates administratives, puisque la création des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des pays, des PETR, etc., etc. Tout cela, ça a un coût aussi, et c'est autant d'argent, autant d'efforts des Français qui sert bien parfois à rien et qui est bien souvent inutile. Alors oui, des efforts on en fait, de l'argent on en donne, mais ce sont ceux qui nous dirigent qui ne savent pas le gérer, qui ne savent pas l'utiliser dans le sens de l'intérêt général, dans le sens des Français. Et c'est ça que demandent les Gilets jaunes, ceux qui manifestent, qui, il faut bien le dire, quand on les voit manifester, moi je les ai vus manifester le premier jour, le 17 novembre, dans ma ville, j'étais quelque part heureux. Je vous le dis, parce que bien souvent quand on se bat, on se dit qu'on est un peu seul. Et là, pour la première fois, on avait des gens qui descendaient dans la rue pour dire stop, ça suffit. On en a marre d'être pris pour des vaches à lait, on en a marre que l'identité de notre pays parte à volo à cause de gens qui ne dirigent pas dans l'intérêt du peuple, et on en a marre d'être dirigé par des charlots. Voilà ce que les Gilets jaunes disaient, voilà ce qu'ils disent, et c'est vrai qu'ils attendent aujourd'hui des actes et de réelles solutions. Alors ils n'en auront pas, hein, parce que, on l'a vu, le président de la République, la seule chose qu'il a essayé de faire, d'abord par la voix de son porte-parole, M. Griveaux, c'était de dire, de toute façon, on ne changera pas de cap, hein, débat ou pas débat, on garde le cap. Alors quoi ça sert de faire un débat si on garde le cap? Bon. Ensuite, ils ont lancé le grand débat. Alors c'est un grand faux débat parce que ils étaient hier à Souillac, dans le Lot, région Occitanie, et ils ont fait un débat avec les maires d'Occitanie. Alors j'ai des médias qui m'ont appelé, ils m'ont dit Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait faire un direct avec vous depuis Souillac demain pour la venue d'Emmanuel Macron? Je dis excusez-moi, je suis pas au courant, pourquoi je devrais y être, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit il fait un débat avec les maires.
Il dit, écoutez, je suis pas invité du tout. Bon, alors il fait un débat effectivement avec les maires, mais avec des maires triés sur le volet. C'est-à-dire que pour mon département, par exemple, et c'est le même cas pour Robert Ménard, hein, il n'a pas été invité non plus, pas invité, maire de la 2e ville de l'Hérault, pas invité, moi maire de la 4e ville du Gard, pas invité. Alors je me suis renseigné pour savoir comment ils avaient fait pour inviter les maires, parce qu'il y avait quand même près de 600 maires, paraît-il. Alors, il paraît qu'ils en ont invité 50 par département. Bon, alors on se dirait, tiens, quelles étaient les consignes? Les consignes, c'était de respecter le pluralisme. Respecter le pluralisme. Dans le département du Gard, Marine Le Pen a fait 45,25% des voix à l'élection présidentielle. On peut se dire que sur 50 maires choisis, le pluralisme, ce serait à minima d'inviter le maire du Rassemblement national. Quand même, je sais pas, enfin moi ça me paraît tellement logique, mais enfin pour eux ça ne l'est pas, donc je n'ai pas été invité, Robert Ménard non plus, donc ce grand débat est une mascarade, c'est un faux débat, et c'est pour gagner du temps et pour payer la campagne des européennes de la République en marche, tout simplement. Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans l'opposition dans le pays ? Eh bien, malheureusement, il ne reste plus que le Rassemblement national qui gagne de jour en jour des électeurs parce que les Républicains, il faut bien le dire, aujourd'hui, ils n'existent plus. Politiquement, en tout cas, ils n'existent plus. Regardez les candidats à la primaire des Républicains. Madame Kosciusko-Morizet soutient Emmanuel Macron. Bon, vous me direz, c'était la plus à gauche, hein, donc il n'y avait pas de surprise. Monsieur Copé soutient Emmanuel Macron. Monsieur Le Maire, il est même ministre d'Emmanuel Macron. Il était quand même candidat pour être président de la République, les Républicains, il faut quand même s'en souvenir. Nicolas Sarkozy, il conseille Emmanuel Macron et il va le représenter, je crois, dans les prochains jours à l'international pour une investiture d'un président, je ne sais plus quel pays. Alors, voilà ce qu'il reste aujourd'hui de l'opposition des Républicains au niveau national, et c'est-à-dire zéro opposition. Alors au Conseil régional, et j'en viens donc à la région, parce que je vais quand même parler un petit peu de Madame Delga et de la région, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc, la région. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la région? Alors, tu parlais tout à l'heure des villes qu'on gagne, hein, je viendrai au municipal. C'est vrai que la bataille des municipales, elle est essentielle. Hein. Louis parlait des résultats qu'on avait pu faire dans les villes que nous avons gagnées. Modestement, il oubliait qu'à Beaucaire, Louis Alliot, qui était tête de liste aux élections régionales, a fait 60% au premier tour. Donc... Et Madame Delga, 10%. Donc c'est sûr que partant de là, c'est un petit peu compliqué pour elle. Alors, la façon de gérer de Carole Delga, je vous ai dépeint un petit peu le tableau de ceux qui nous ont dirigés au niveau national. Elle en faisait partie d'ailleurs. Elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron, hein, même si aujourd'hui elle lui tape dessus. On se rappelle quand même qu'elle a appelé à voter pour lui et qu'elle était ministre dans le même gouvernement. Eh bien, elle gère exactement de la même façon. D'abord, l'endettement massif des contribuables régionaux. La dette régionale, en 2015, elle était, écoutez bien, de 1521 millions d'euros. Ça, c'était en 2015. En 2016, 1593 millions. En 2017, 1793 millions. En 2018, 1927 millions d'euros. Voilà, ça c'est la gestion Carole Delga, il faut en parler autour de vous quand même. En 2019, elle est prévue à 2075 millions d'euros, la dette. En 2020, 2240 millions d'euros. C'est écrit dans ses orientations budgétaires, c'est elle qui écrit ces chiffres. Hein. En 2021, c'est prévu à 2419 millions d'euros. Et en 2022, l'encours de la dette est prévu par Madame Delga elle-même à 2602 millions d'euros. Vous pouvez retrouver ces chiffres dans la présentation de son débat d'orientation budgétaire. Donc son bilan à la fin de son mandat, ce sera 1081 millions d'euros de plus pendant son mandat qu'au début de son mandat. Voilà ce qu'il faut retenir de son bilan annoncé dans les prochaines années et de la gestion socialiste. En votant socialiste et en votant pour la gauche en Occitanie, on vit toujours plus à crédit. Ensuite, les recrutements massifs.
Et donc François Hollande nous avait dit la fusion des régions, ça va faire des économies fantastiques, ça va être merveilleux. Bon, déjà moi pour aller de Beaucaire à Lourdes, je mets 6h30, hein, donc c'est merveilleux. Ce sont des frais à chaque fois pour tous les agents de la région qui se déplacent. La fusion des régions n'a pas permis de réaliser des économies d'échelle. Je vous invite à lire le rapport de l'IFRAP, qui est un institut indépendant, qui a écrit sur le bilan de Carole Delga et de sa gestion depuis le début du mandat. Les frais de personnel ont augmenté de 2018 à 2019. Ils sont passés de 318 millions d'euros en 2018 à 330 millions au budget primitif 2019. Donc vous voyez l'économie de la fusion des régions, même sur le budget personnel, on continue à embaucher, à embaucher, à embaucher. Ça, c'est ça la politique, donc la politique de Madame Delga, l'exemplarité en matière de gestion des ressources humaines. Sa politique, c'est aussi des cadeaux faits dans la gestion du parc immobilier régional. L'irresponsabilité absolue quand on manque d'argent et quand on s'endette, on ne fait pas des cadeaux quand on vend des bâtiments. Eh bien, elle brade. D'abord, elle a bradé les locaux de la région à Barcelone, ensuite, elle a bradé le domaine de Céléran, et ensuite, elle a bradé également un lycée professionnel à Caussade. C'est un exemple que je vous donne. Il était estimé par France Domaine, les services de l'État, à 2 900 000 euros. Elle l'a vendu 300 000 euros. Voilà. Ça, c'est un exemple de la gestion socialiste. C'est d'ailleurs assez discutable sur le point de vue de la légalité. 2 900 000 euros estimés par l'État, vendus 300 000 euros par Madame Delga. C'est une légèreté budgétaire absolue, surtout quand on s'endette à ce point-là. Je terminerai sur le bilan de Madame Delga par les nombreuses dépenses hors compétences. C'est délirant, là aussi, quand on emprunte, on n'a qu'à se concentrer sur les compétences des régions et ne pas aller au-delà. Et bien sur la solidarité internationale, parce que Madame Delga croit encore qu'elle est ministre ou chef d'État, hein, l'Occitanie est devenue un État dont elle est chef, d'ailleurs avec un autoritarisme qu'on lui connaît, hein, elle arrache les micros, hein, vous l'avez peut-être vu cette vidéo, pendant une session du budget, elle s'est dirigée, elle est descendue là, donc c'est comme si moi je descendais là en ce moment, et elle a piqué le micro d'un de nos élus qui était en train d'intervenir. C'est du jamais vu. Je crois que si c'était en Russie ou si c'était aux États-Unis, on en entendrait parler pendant 15 ans. Eh bien elle, non, elle a pu descendre, arracher le micro, regagner sa place tranquillement. C'est donc la gestion et la méthode sectaire de Carole Delga. Donc elle dépense hors compétences. Et je voudrais terminer là-dessus. 5 600 000 euros sur la solidarité internationale prévue cette année. Et hélas, la droite, LR, UDI, n'est pas au niveau. Parce que je parlais tout à l'heure des candidats à la présidence des Républicains, mais au niveau régional aussi, la droite LR, UDI est à plat ventre devant la gauche socialo-communiste. Il faut savoir que le groupe de la droite LR, UDI a voté au Conseil régional pour le budget sur la journée de sensibilisation des migrants et des réfugiés. Ils ont voté pour la subvention de 50 000 euros à SOS Méditerranée. Vous savez, ce navire qui va chercher les migrants et qui les ramène en Europe. Les LR UDI ont voté pour cette subvention avec la gauche. Il n'y a que nous qui avons voté contre. Ils ont voté aussi, les LR UDI, pour les ateliers socio-linguistiques pour les migrants, pour la subvention de 16 000 euros à l'association populaire socio-éducative des migrants, pour les 38 000 euros pour le centre ressources gardois pour la maîtrise des savoirs de base et l'apprentissage du français par les migrants, pour les 80 000 euros pour le soutien à des projets d'accompagnement de demandeurs d'asile et de réfugiés par des structures d'accueil. Voilà. C'est ça que fait réellement le groupe de la droite et du centre au Conseil régional. Ils ont en fait retrouvé le programme